l'ont surnommé l'homme qui parle avec les pierres. Lors de ses premières expéditions en Arctique, il s'intéressait en effet surtout à la topographie, au relief et à la géomorphologie. Mais petit à petit, celui qui fut le premier à atteindre à pied le pôle Nord géomagnétique en 1951 s'est intéressé de plus en plus aux populations, ce qui lui fit dire qu'il était passé de la pierre à l'homme. Quel regard porte-t-il sur l'Arctique qui a enregistré il y a quelques semaines des températures de 20 degrés supérieures à la normale et sur la sauvegarde des peuples inuits menacés par le réchauffement et l'exploitation de ses ressources naturelles? Jean Mallory est le premier de nos grands invités de cette fin d'année 2016. Nous sommes avec lui pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Jean Mallory. Bonjour. Mille merci de nous faire le plaisir d'être avec nous en studio. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Alors je ne vais pas vous faire ici l'affront d'essayer de vous présenter de façon exhaustive où ça nous prendrait l'heure entière. Tout juste rappeler que vous publiez tout récemment la 3e édition de ce magnifique livre aux éditions du Chêne, Ultima Thule, de la découverte à l'invasion d'un haut lieu mythique, récit historique, ethnographique, récit d'aventure aussi, bref, vraiment un très très beau livre et tout à fait recommandé en cette période de fête de fin d'année. Vous publiez également Arctica, œuvre 1, écosystème arctique en haute latitude, cette fois au CNRS Éditions, un ouvrage à portée plus scientifique, on en reparlera. Mais ma première question, Jean Mallory, est assez simple et certainement très compliquée à la fois. De votre vie d'exploration du Grand Nord, s'il ne devait rester qu'un souvenir, un moment gravé à tout jamais dans votre mémoire et dans votre cœur, quel serait-il ? J'arrive du très Grand Nord, j'ai des longs cheveux, je suis avec des Inuit, c'est-à-dire des Inuits du très très Grand Nord, qui ont longtemps été complètement isolés, qui n'avaient pas de bois, pas de fer, qui n'aiment pas les Blancs. Ils les ont rencontrés lors de leur tentative de conquête du pôle. Puis ouais, Cook, ce sont autant de tentatives qui ont été des échecs, mais où les Inuits ont vu que les hommes blancs ne s'aimaient pas entre eux. C'est des querelles. Par ailleurs, ils n'ont pas beaucoup d'estime pour leur intelligence. Et pourtant, ils n'ont que des arcs, des lances. Mais ils voient très bien que ces hommes qui ont des carnets, parce qu'ils font des observations, qui vont rapporter, sont délégués. Et que quand ils sont seuls, face au danger, ils sont comme des enfants. L'intelligence ne les habite pas. Or, ces Inuits, dont je vais être l'élève, sont habités par cette conviction que l'homme change. Ils ne savent pas lire et écrire. Ils ont la conviction que l'histoire de l'homme est une longue évolution. Il se trouve que j'ai commencé mes travaux au Muséum national d'histoire naturelle, puis ensuite au CNRS, après avoir rencontré un très grand esprit, un paléontologiste, Pierre Teilhard de Chardin. Et nous sommes là devant un grand problème, ça s'appelle l'évolution. Et Teilhard de Chardin me disait, bien sûr qu'il y a un énorme problème. Comment tout cela a commencé? Il y avait des méduses, il y avait une eau noire. Les mythes inuits en parlent de l'eau noire, des pierres qui tombent, donc qui remontent au temps du chaos. C'est extraordinaire. Nous sommes là 500 millions d'années. Mais ce qu'ils observent, c'est que peu à peu, l'homme se construit et on passe de l'invertébré au vertébré. L'Inuit est ainsi constitué qu'il ne va pas vous faire un discours. Je ne suis pas devant un Darwin, je ne suis pas devant un Teilhard de Chardin ou un Mauss, non pas du tout. C'est des touches, c'est dans l'intimité, car ce sont pour l'essentiel, et c'est tout le problème de l'anthropologie, des muets. Donc, la société au sein de laquelle je vis n'est pas facile de communication. Il rit, il parle beaucoup,
mais c'est du théâtre. Et pour l'essentiel, il faut une intimité extrême. Ma chance, c'est que je suis parti seul, et pour des raisons diverses, pauvre, extrêmement pauvre. Je n'ai pas de crédit de mission. Voilà-t-il pas, je crois que mon cas est unique dans l'histoire polaire, je pars dans le très grand nord, j'ai été pendant deux ans géographe physicien de ces expéditions sur l'inondation du Groenland, mais dans le sud. Là, je suis tout seul. C'est les expéditions Paul-Victor à l'époque. Les expéditions Paul-Victor, expéditions glaciologiques, je suis avec les sciences dures, tout ceci me convient, mais je suis avec des Groenlandais. C'est des métis, c'est tout à fait autre chose. Là, je suis avec des hommes forts, très fiers de ce qu'ils sont. Je suis sans crédit de mission, donc très pauvre. J'ai juste mes crédits de jeune allocation de recherche pour 6 mois. Je n'ai pas d'équipement spécial, je n'ai pas de vivre, et je ne sais pas la langue, qui est une langue particulière. Je connaissais un peu le sud groenlandais, et il se trouve que les rumeurs vont vite. Je plante ma tente à Thulé. Thulé, il n'y a personne, si ce n'est personne. 3 blancs, un administrateur qui va jouer un grand rôle politiquement, parce qu'il est plus jeune que moi, il a 26 ans, moi j'ai 28. Il y a sa femme, il y a un médecin, il a 4 lits, il ne bougera pas de ce secteur, et il y a un radio. Pour moi, 3 blancs, c'est trop. Donc j'ai décidé de partir 140 km plus au nord, à Siorapaluk, c'est-à-dire Siorak le sable, Paluk le 6 jolies petites plages de sable. Il y a là des chasseurs qui n'ont jamais vu les blancs et qui sont ce que je recherche. Et il se trouve que on me fait savoir qu'un homme veut rencontrer tout de suite. C'est un grand chaman. Il s'appelle Utak, qui va jouer un rôle décisif dans ma vie. Et qui est d'une telle puissance qu'en vous regardant, je songe à Utak. Car c'est Utak qui fait que je suis ici même pour parler de Thulé. Utak est un grand chaman. Il veut me rencontrer parce que ma réputation s'est déjà établie. Je suis l'homme qui parle avec les pierres. Or, les pierres, je ne le savais pas. Lorsque, errant au Muséum national d'histoire naturelle à la recherche de mon sujet de thèse, j'avais choisi la pierre parce que j'ai l'esprit rationnel. J'ai une tendance, comment dirais-je, au songe. Je suis un peu dans la lignée de Virginia Woolf, l'étang. La divagation. Morte. Alors je réfléchis, je pense à Fenimore Cooper, je pense à Jack London, je pense aux ailes des mouettes ou des oiseaux avec Niels Holgersson qui volent. Des oies sauvages. Je rêve. Bon, c'est une nature qui est la mienne, mais je veux être rationnel. Donc j'ai choisi la pierre. Et cette pierre, les Inuits vont m'apprendre qu'elle a un son. Elle parle. Et ce son est une parole. Alors cet homme veut me rencontrer, je le rencontre, il me jauge, il me dit qu'il a très peu de temps, il est habillé en vrai Inuit, c'est-à-dire en pantalon d'ours, et pas bottes de phoque, sa veste de caribou, et il me regarde sévèrement en me disant « J'ai peu de temps, dis-moi vite ce dont il s'agit ». Je parle, je dis que j'étais résistant pendant la guerre avec des hommes très très méchants. Il me dit, on a entendu parler de ceci, les Blancs, c'est mauvais. Vous communiquez en inuit avec lui à ce moment-là déjà? Non, j'avais pris un interprète, qui était un homme qui va jouer un rôle important. C'est un jeune missionnaire, car cette population était païenne. Et depuis 15 ans, il y a un jeune missionnaire intelligent, qui est sud-groenlandais, donc qui est de même souche, mais il est du sud. Mais il est intelligent, il ne va pas commencer à expliquer que Dieu est en 3 personnes, qu'il a été crucifié, qu'il vient, le péché originel. Il va lentement. Et il va sous le signe qui est essentiel de la charité. Ce qui est très difficile à comprendre pour cette population, qui a le sens de la force. Il y a les bons chasseurs, il y a ceux qu'il faut aider, etc. Donc, je me suis exprimé, et je lui dis que je cherche la paix d'esprit, et je la cherche dans les pierres, dans les éboulis, puis avec le peuple. Et là, il me dit, je ne dors plus. Il va arriver un immense malheur à mon peuple.
et j'ai besoin d'un allié. Je ne me tromperai pas, ce sera toi. Et mon fils sera ton guide. Il s'appelle Gutikitok. Parce que un immense malheur va arriver, on va nous détruire. Et j'aurai besoin de toi. Le moment capital, c'est 11 mois plus tard, je reviens du très grand nord, soudain, un compagnon qui est un peu charmant me dit « arrêtons-nous ». Il prend le couvercle d'une de mes boîtes, il prend un couteau et commence à entonner un de leurs chants, ce qu'on appelle un ayayarpok, saccadé et dramatique. Et puis il s'arrête. Et puis on continue, et soudain, du haut de ce glacier, je suis à 1500 mètres, je découvre un ciel parcouru par des avions. C'est tout à fait nouveau. Ce haut lieu qui est Tulé, qui était désert. Je descends, je traverse ce village qui est prostré. En effet, c'est l'invasion de Tulé, parce qu'il va être 10 000 militaires américains. Là, ce chaman vient vers moi et me dit « ce temps est arrivé, nous avons besoin de toi ». J'ai sollicité la réunion du Conseil des chasseurs. Il y avait un Conseil des chasseurs. Nous sommes en 1951. Nous sommes en juin 51, nous sommes le 16 juin 51. Et il y avait un Conseil des chasseurs qui a été créé par un très grand ethnologue danois, de sang esquimau, Knud Rasmussen, pour lequel j'ai un immense respect. Et c'est lui qui a légiféré pour ce groupe, qu'il a voulu isoler, pensant que ce peuple très particulier, encore soumis à ses lois, avec le temps viendra vers nous. Mais il lui faut du temps. Donc il m'a été très difficile d'obtenir l'autorisation de passer une année parmi eux. Et de fait, ce conseil se réunit dans les moments difficiles. Je vais voir ce jeune administrateur, plus jeune que moi, je lui dis, il faut cette réunion. Ce peuple la demande, le chaman la demande. Il refuse. Il avait reçu des ordres de Copenhague, qui est lié à l'OTAN, et nous sommes à un moment très difficile de l'histoire de l'ONU. La Corée a été envahie par les troupes chinoises, et nous sommes sur le bord d'une catastrophe. On est en pleine guerre froide. La guerre. Truman a décidé de signer un traité ultra secret. Il voulait que ce soit avec Ottawa, qui a refusé, mais avec Copenhague pour créer une base ultra secrète pour bombardier nucléaire. C'est pour ça que cette opération est faite. Cette base ultra secrète au Groenland. Le chaman me dit, puisqu'on ne veut pas le conseil, tu pars en notre nom, nous les sages, et il me dit, ne sois pas seul, car il peut t'arriver malheur. Donc, je pars avec mon traîneau, et 2 traîneaux avec des Esquimaux avec leurs fusils en bandoulière, je suis soudain face au général de l'opération. C'est ce moment fort que vous me dites. Il sort, très mécontent, il est jeune, il me dit, comment cette base est ultra secrète? Il y a un étranger, qui plus est un Français, et qui plus est, paraît-il, cartographe. C'est tout à fait suspect. Il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, donc vous avez été parachuté. Du reste, je crois savoir que vous avez un appareil de communication radio, ce qui était vrai, parce que pendant l'hiver, j'avais des communications avec une escouade américaine de météorologie pour mes travaux de géocryologie. Je lui dis, mon général, vous allez m'arrêter. Il m'a dit, oui, vous êtes suspect, vous avez été parachuté. Je lui dis, mon général, réfléchissez. Moi, je viens au nom du grand chaman. Je vais soulever la population contre vous. La date de notre rencontre, c'est le 18 juin. C'est mon 18 juin. Je vais soulever cette population contre vous. Car elle ne veut pas être associée à une opération de guerre. Et par ailleurs, je suis anthropologue. Et c'est pour moi inacceptable de lancer un peuple dans une aventure militaire sans le consulter. Il est rentré sous sa tente, 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, un officier est sorti. Il y aura release. Donc il a pensé... Vous êtes libéré. Et c'est ainsi que ce moment fort de ma vie a commencé. Et qu'est-il advenu en quelques mots, Jean Malhenry, de cette base secrète américaine qui avait pour but d'abriter des lanceurs de missiles nucléaires pour pouvoir atteindre la Russie, rappelons-le? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le pire. Je suis revenu en France, je ne pouvais rien faire d'autre que de réagir. J'avais mes cartes, j'avais mes relevés de mesures. Bon, je dis, c'est comme ça que je construis ma pensée. Je vais donc arrêter et je vais écrire. Ça ne me passionnait pas. Je n'ai pas du tout une âme d'écrivain explorateur, écrivain voyageur. C'est pas du tout mon tempérament. Vous n'êtes pas Nicolas Vanier. Et c'est ainsi que j'ai écrit Les Derniers Rois de Tulé, en fondant un mouvement. Un mouvement qui est tel que je ne crois pas du tout à l'anthropologie science exacte, car, comme je vous l'ai dit, mes interlocuteurs sont souvent muets pour l'essentiel. Alors comment les comprendre en vivant parmi eux? Car à des moments intimes, ils vont vous parler. Donc, j'ai créé une collection qui met en valeur l'anthropologie réflexive, terre humaine, et H majuscule, c'est pas terre des hommes, c'est une terre engagée, car sans l'homme, elle ne peut pas être ce qu'elle est, mais l'homme doit savoir qu'il y a des lois de la nature. Mais ce qui est important, c'est que j'ai fait parler le peuple. Ce mouvement est dans la suite de ce qui a été inventé par le grand chaman Outak. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à Tulé, il se passe des choses très très graves. Il se passe que, d'abord, il y a eu 10 000 hommes qui s'installent dans un pays habité dans des igloos, une trentaine d'igloos, 100 hommes. Quand je suis revenu, les Danois, le gouvernement danois qui était complice, ne m'a pas soutenu. Et le temps passe, et Les Derniers Rois de Tulé a un succès considérable. Et il publié en danois. La population danoise dit, mais qu'est-ce que cette histoire? Il y a eu un accord ultra secret. Nous, parlementaires, nous, citoyens danois, qui aimons le Groenland, qui aimons les Groenlandais, qui admirons Tulé, Knudsen, nous avons été trompés. Que fait le gouvernement danois dans des cas pareils? On me nomme conseiller du gouvernement danois. C'est toujours ce qu'on fait. Et on me demande d'aller faire une mission à Tulé et pilotez-nous, que faire? Je la fais. Et je reviens en disant, interdisez tout avion porteur d'une bombe. Et ça, nous sommes en 67. Je reviens, ma voix n'a pas été écoutée. Le 21 janvier 68, un B-52 s'écrase avec 4 bombes H. 4 bombes H à l'intérieur. 3 se pulvérisent, et naturellement, sans vergogne, on utilise les Inuits sans protection, ils vont mourir, et la 4e est toujours sous l'eau. Le temps continue. Bon, cette base est là, il y a une redevance considérable pour Copenhague, et le temps fait son œuvre, on l'oublie. Et là-dessus arrive une proposition de l'armée américaine qui dit, nous voulons collaborer avec les savants du monde entier. Nous allons créer au centre du Groenland, à Camp Century, une base pour étudier les changements de climat, pour étudier la déglaciation. Et en effet, beaucoup de savants sont venus là, même un de mes grands collègues géophysiciens d'Ansgård, qui fait des carottes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à 30 mètres en profondeur, il y avait 4000 kilomètres de corridors. Nous sommes à 300 kilomètres dans la glace. Et là, il y a 600 ogives nucléaires. Cette opération militaire qui visait à être plus proche de l'objectif a été arrêtée en 67. Il faut toujours se méfier des militaires quand ils veulent collaborer avec les scientifiques désintéressés. Ils disent, sans le dire tellement, c'est l'Arctique. C'est la glace, tout ceci va s'arrêter, et les ogives sortiraient, mais on laisse dans les couloirs les eaux usées, les glaces irradiées, et aujourd'hui, on découvre avec le réchauffement que les plafonds s'effondrent, les eaux vont vers la mer, on va polluer la zone de Tulé, mais ça touche par les courants le monde entier. Donc je m'élève, je suis ambassadeur de bonne volonté pour l'Arctique à l'UNESCO, j'ai sollicité l'appui de la directrice générale, Madame Irina Bukova, je veux une enquête de l'UNESCO sur place. Mais je veux aller plus loin, on ne va pas changer les choses. L'Arctique est
est menacée partout. Je ne me fais aucune illusion, ici et là, à l'ouest comme à l'est. Je propose donc que les Américains créent à Thulé un institut de recherche pour l'avenir, en formant intelligemment les autochtones. Nous allons en parler tout à l'heure. Le grand problème, c'est la pédagogie. Il ne s'agit pas de faire un cours en Sorbonne. Ce peuple extrêmement intelligent, sensoriellement, c'est le numérique. Donc je voudrais une espèce d'institut circumpolaire à Thulé, qui est en liaison avec l'Académie polaire d'État à Saint-Pétersbourg, dont je suis le président et le fondateur, que vous avez fondé, où je forme 1600 élèves. Jean Mallory, vous l'entendez, est notre invité. C'est une passion et c'est extrêmement agréable de vous écouter, Jean Mallory. Mais nous voulions vous proposer d'écouter à votre tour cette langue, puisque vous avez parlé beaucoup de la population inuite, de vos travaux ethnographiques en parallèle de vos travaux de géomorphologie et de géocryogénie. Nous sommes ici avec Céline Lozen. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour Jean Mallory. Puisqu'il y a également des travaux de linguistique sur ces dialectes inuits, puisqu'il y en a plusieurs. Et oui, on étudie les peuples inuits à travers l'ethnologie, mais aussi à travers la linguistique. J'ai rencontré Marc-Antoine Mailleux, il est maître de conférence, il enseigne l'Inuktitut à l'INALCO. Alors l'Inuktitut, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des dialectes inuits, parlés dans l'Arctique oriental canadien, au Nunavik et au Nunavut. Ça veut dire, Céline, que vous avez appris quelques mots d'Inuktitut? Alors malheureusement non, Nicolas, alors je ne suis pas linguiste, Jean Mallory. Jean Mallory a dit qu'il nous en livrerait quelques-uns, peut-être tout à l'heure après le reportage. Oui, peut-être, mais ne soyez pas déçus, vous entendrez, comme vous l'avez dit, dans ce reportage, un témoignage d'une Inuit enregistré par Marc-Antoine Mailleux lors d'une dernière excursion en Arctique, parce qu'il mène également des recherches au laboratoire du CNRS du Lacito. Il étudie les langues autochtones de l'Arctique américain, syntaxe, morphologie, morphophonologie, et vous allez voir, la linguistique, c'est une véritable science. La langue inuit est parlée d'un bout à l'autre de l'Arctique américain, du détroit de Bering jusqu'au détroit de Danemark, entre la côte orientale du Groenland et l'Islande. Et voilà, par ses structures, par son fonctionnement, c'est une langue extrêmement différente de ce à quoi on est habitué. L'Inuktitut, c'est l'ensemble des dialectes inuits parlés dans l'Arctique oriental canadien, donc essentiellement au Nunavik et au Nunavut. Donc travailler scientifiquement sur une langue comme l'Inuktitut, cela suppose d'abord de recueillir des données brutes auprès des locuteurs natifs, par exemple en enregistrant de l'oral spontané, puis de transcrire et d'analyser très précisément ces données à l'aide de nouvelles enquêtes systématiques auprès des locuteurs, et puis enfin d'établir des faits de langue. Et ça, c'est très important. Les faits de langue ont un intérêt, ont une valeur au-delà de toutes les théories qu'on peut échafauder sur eux. Et de ce point de vue, je suis un petit peu positiviste. Il y a des faits indépendants des théories. Alors quand les faits sont établis, par exemple la distribution de tel morphème dans telle classe d'énoncés, on peut chercher à rendre compte des faits, on peut essayer d'expliquer pourquoi ils sont comme ils sont et pas autrement, mais il ne faut pas renverser les priorités. Donc on va entendre un fragment d'oral spontané. La voix est celle de Nancy Ittoq, qui est une jeune femme du village de Kangersualujjuaq, dans la baie d'Ungava. Et donc dans cet extrait, Nancy explique que même en hiver, il est très important pour les Inuits de s'éloigner du village, d'aller camper, de passer du temps à l'extérieur, de pêcher, pour se ressourcer. Tukisimayosong ito suwami ukiorami makaigamasong sila song mata kisiane inok makailitoarame sila tani litoarame tupiuluni iluani tuin nakaloarame saimanak ni alumot tuniyaw magunna songuman. Donc dans ce fragment de langue orale spontanée, au-delà, si vous voulez, du contenu de ce que dit Nancy, on a une quantité phénoménale d'informations sur le système linguistique.
et dans toutes les composantes du système, donc phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique. On a tendance à s'imaginer qu'une langue, c'est simplement une nomenclature, une liste d'étiquettes apposées sur la réalité extérieure. Mais en réalité, une langue, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un système de connaissances tacites qui détermine la forme de ce que les locuteurs disent quand ils parlent. Et précisément, le rôle du linguiste, c'est de mettre à jour tous ces processus inconscients et de comprendre comment les unités signifiantes de la langue s'organisent entre elles. Donc, dans l'extrait qu'on a entendu, à un moment, Nancy dit « Tukisima yaosongongitok ». Alors, vous voyez, dans ce mot, il y a une série de morphèmes. Tuki, sima, yak, ou, sur, ngu, ngit et tok. Alors, Nancy, quand elle prononce ce mot, elle ne se rend pas du tout compte du fait qu'il a une structure interne et que tous ces éléments se sont ajoutés les uns aux autres pour former une totalité qui signifie en l'occurrence ça n'est généralement pas compris. Vous voyez, ça c'est un seul mot qui est sorti de sa bouche et où toutes sortes d'opérations se sont appliquées, si vous voulez, inconsciemment dans sa tête. Donc cette langue, elle a deux systèmes de transcription. Un système de transcription syllabique, auquel les Inuits sont très attachés, et un système de transcription phonologique qui utilise les lettres de l'alphabet latin. Et à partir de la transcription rigoureuse de la parole des Inuits, on peut arriver à faire progresser la connaissance dans le domaine de ces langues autochtones de l'Arctique. Donc, pour des raisons pratiques, moi je transcris mes enregistrements dans le système alphabétique latin en respectant les quelques normes qui s'appliquent particulièrement au Nunavik plutôt qu'au Nunavut par exemple. Un intérêt du travail que je mène sur la langue inuite, et en particulier celle de l'Arctique québécois, c'est de contribuer à l'outillage de la langue. À l'heure actuelle, beaucoup de langues de l'Arctique n'ont ni grammaire, ni dictionnaire, ni matériel pédagogique satisfaisant. Ça ne veut pas dire que la langue n'est pas structurée de façon grammaticale, au contraire. Ça veut dire que le travail du linguiste est de mettre à jour le système de connaissances tacites qui constitue la langue, que le locuteur natif possède, qui détermine la forme de ce qu'il dit quand il parle, et que, encore une fois, le linguiste cherche à mettre à jour dans son travail. Voilà le reportage de Céline Lauzen sur ses travaux linguistiques sur l'Inuktitut. Jean Mallory, ça vous rappelle des sonorités, ça vous évoque des souvenirs? J'adresserai un message par-delà les airs à mes amis Inuits. Hainak Inuit! Izumalorponga, Ushlume, Noanorponga. Je dis salut peuple inuit. Aujourd'hui, je crois que j'ai l'âme en paix. Bon, ce que dit cet éminent linguiste est évidemment d'un très grand intérêt. Ce qui est non moins important, c'est de savoir qui les a formés. C'est la nature. Alors la nature, puisque je suis un homme des pierres, elle parle. Et eux qui vont et viennent depuis 10 000 ans dans l'Arctique, ce qui retient l'essentiel, c'est l'empreinte de la nature. C'est leur maître. Le maître, c'est en effet sous leurs yeux. Ce que vous découvrez avec la pierre, c'est une organisation. Vous découvrez d'abord qu'il y a une géométrie. Ils la voient. La preuve, mais c'est leur tatouage. Des tatouages qui sont complexes. C'est leur costume avec des dessins compliqués, qui ne sont pas de fantaisie. Rien n'est fantaisie chez un Inuit. La vie est courte. C'est 25 ans, 23 ans. Elle est tragique. Mais elle n'est pas tragique pour celui qui est vraiment Inuit, car il est allié à la nature. Et la nature est généreuse pour celui qui en est le fils. L'Inuit appelle la vie Uma, le cœur. Il y a un cœur battant de la nature. Ce peuple a connu une famine alors même qu'il est sur le bord de la mer. Il y a du phoque dans la mer. Lui, il est un peuple du continent. Et ce peuple continent, c'est le caribou. Mais le caribou connaît
une de ces histoires biologiques complexes, ils sont en train de disparaître. Apparemment, les lois de la nature sont loin d'être écrites. Donc de 3 millions, ils sont maintenant plus de 300 000, on les attend. Donc il y a cette famine. Croyez-vous que la population va enfreindre les tabous en tant que peuple du continent, manger des phoques? Jamais. Il y a des règles. Ce qui fait que ce peuple est gai. Souvent, quand j'arrivais dans une population, il me dit « Reste, tu ne dois pas être très heureux avec les Blancs ». Je dis « Non, il ne m'intéresse pas beaucoup, l'Occident est en train de se suicider », ce qui est vrai. Oserais-je le dire à France Culture? Dites-le. Je le répète, nous sommes dirigés par des hommes qui voient le court terme, nous sommes dans le profit, nous sommes avec des industries nucléaires, nous faisons des bombes, nous sommes sur le bord de guerre, et pardonnez-moi, dans l'Arctique, c'est dramatique. Le réchauffement, nous en parlerons tout à l'heure. Ça a des conséquences, et très probablement, dans l'océan glacial, où il y a des sous-marins de au moins 3 nations, il y en a peut-être 4, Russie, Amérique, Grande-Bretagne et peut-être Chine. Et c'est là qu'il y aura la guerre. Qui plus est, je vous ai évoqué Tulé que je connais des visus, mais pardonnez-moi, en Sibérie, il y a également des opérations militaires évidentes. Donc l'Arctique ne peut être protégé que par ses habitants. C'est la raison pour laquelle je suis pour une formation particulière, pédagogique, inventée pour les populations autochtones. L'UNESCO faillit à sa mission en ne vantant pas pour les populations autochtones qui disparaissent à la cadence de une tous les 15 jours. Un trésor de culture. La langue que nous avons évoquée à propos de la langue inuktitut, la culture, la pensée, les légendes, une culture. Pourquoi je suis pour les minorités? Je suis pour les minorités car il n'y a d'intelligence, de progression de notre cerveau que dans la mesure où il y a un dialogue. Le dialogue n'est possible que si vous êtes différents. Donc je suis pour la langue corse, pour la langue bretonne, pour la langue inuit et toutes les minorités. Jean Mallory, vous l'entendez, est l'invité de la méthode scientifique et on va parler avec vous, Jean Mallory, dans quelques minutes de l'état actuel de ce que vous évoquiez à l'instant du réchauffement climatique et des implications que tout cela a eu sur le cercle arctique et sur les populations inuites. Follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The riddle gets solved, and you push me up to this day. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me, confused. Solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. State of emergency.
La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà Björk dans Yoga pour cette émission consacrée au Grand Nord. Alors ça n'est pas l'Islande, c'est plus au nord encore, le Groenland jusqu'au pôle Nord et aux différents pôles, qu'ils soient magnétiques, géomagnétiques ou géographique, puisque le grand témoin de cette année qui a été marquée par la poursuite du recul de la banquise dans l'océan Arctique avec lequel nous passons cette heure est Jean Mallory, recul peut-être un peu moins marqué qu'en 2012 où la banquise était réduite de façon historique, mais néanmoins avec cet inexorable réchauffement climatique, on estime que la fonte totale de la banquise est inéluctable, qu'elle surviendra un été prochain, qui sait, dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, mais qu'elle est inéluctable. Jean Mallory, vous avez votre propre idée sur cette fonte complète de la banquise arctique et des conséquences qu'elle aurait sur les populations inuites et sur tout l'écosystème de ce pôle Nord que vous connaissez si bien? Bon, cet écosystème de haute latitude, je l'ai étudié dans ce gros livre, dans Arctica of 1, publié par CNRS. J'oserais dire, en toute humilité, sancta humilitas, que ce livre va dater, car c'est avant les affaires nucléaires américaines. Donc aujourd'hui, la terre d'Inglefield, ces régions que j'ai cartographiées, ce pôle géomagnétique que j'ai parcouru, tout ceci n'est plus dans le même état qu'aujourd'hui. Le livre que j'ai fait, je dirais presque historique, les plantes, j'ai rapporté un herbier, les plantes, la nature est, comment dirais-je, polluée par ces accidents nucléaires que nous avons évoqués. Qui plus est, en effet, des événements majeurs sont en train de se produire. Le petit âge de glace s'est arrêté vers 1860 et on est dans une période de réchauffement. Je note que des températures journalières danoises, des relevés danois très, très précis, ces températures de l'air en Arctique ont excédé au Groenland de 15 à 20 degrés la moyenne de la période 1958-2012. Ça, c'était au mois de novembre, effectivement. Voilà, tout ceci est grave. Tout ceci est grave, mais pardonnez-moi, pour le géographe, c'est banal. Il y a eu un interglaciaire, un intraglaciaire, c'est-à-dire des périodes de réchauffement. Avant le glaciaire, il y a eu des périodes chaudes dans l'Arctique. Donc il ne faut pas rester avec notre vision 2016, 2017, 2040. C'est l'histoire. L'histoire de l'univers est une histoire compliquée. Et une histoire compliquée, je dois dire, qui n'est pas saisie dans toute sa dimension quand il y a eu la COP21. J'avais demandé à l'UNESCO, lors d'une réunion solennelle devant la directrice générale, que les peuples autochtones soient invités en tant que tels. Alors on m'a donné satisfaction, mais
pour les 2 dernières journées, ils sont observateurs. C'est pas du tout la même chose. Ils avaient leurs idées, les Hottentots, les Papous, les Brésiliens, les Inuits. Alors, ce que l'on a vu à COP21, je ne veux pas la charger. Alors, il y avait des tipis. C'était une sorte de zoo où on pouvait distraire tous ces messieurs qui sont des sciences dures, qui étudient, mais on n'a pas entendu leur voix. Et leurs voix sont tout à fait singulières. Il n'est pas dit qu'un Nénetz ou qu'un Tchouch trouve désagréable de pouvoir naviguer facilement dans le Grand Nord qui va se développer. Vous avez là 1 million d'hommes et de femmes qui voient l'avenir. Nous, on pense toujours au développement, pardonnez-moi, en liaison avec les climats, et nous savons nous adapter. L'Arctique, nous l'examinons de notre point de vue. Il est clair que ce réchauffement va avoir des conséquences, peut-être très importantes, c'est-à-dire que le glacier du Groenland, qui est en équilibre, dans les régions du très grand nord de Groenland, où la glace était sèche, j'ai pu le vérifier lors de mon raid à la découverte de ce pôle géomagnétique. Je suis sur les isohypses de 800 000 mètres, et quand j'étais sur la bordure de cette de ce grand front inlandicien, il n'y avait pas de moraine. La glace était sèche, elle rabotait pas. Donc, elle est fragile. Elle est là, oserais-je dire, en situation précaire. Donc, il n'est pas interdit que les lois des équilibres soient telles que la déglaciation du Groenland s'accélère. Mais là, vous parlez, pardon Jean Mallory de vous interrompre, de glacier d'eau douce ou de banquise d'eau salée? Le glacier du Groenland, c'est de l'eau douce. C'est de la neige, c'est de l'eau douce qui s'est englacée depuis des millions d'années. Et donc, ce que je vous évoque, c'est cet immense glacier qui est grand comme 5 fois la France et qui est en recul. On a parlé de cette langue glaciaire. C'est vrai. Qui dit fonte des glaciers dit élévation du niveau des mers. Donc ça a une conséquence directe et une conséquence lourde au niveau planétaire. Que le refroidissement qui était dû à la masse ne se fasse plus de la même manière et que soudain ça s'accélère. Et que le glacier du Groenland disparaisse. Alors, pardonnez-moi, il vaut mieux pas avoir de l'immobilier à Londres. Il vaut mieux pas être à Rotterdam. Donc, c'est parfaitement ou en prévisible. Polynésie, ou dans la Caraïbe. Oui, tout ceci est prévisible. C'est l'histoire de la Terre. Je vais faire une petite, si vous le permettez, une petite incidence. Quand je vois les notes sur les pôles, dans ce livre Ultima Thule, je me suis attaché à cette conquête des pôles féroce de tous ces explorateurs qui n'ont jamais du reste atteint, jusqu'à mon ami Wally Herbert le 6 avril 1969. Il y a 3 pôles, mais on oublie toujours le pôle géomagnétique. Je vous explique rapidement. Petite leçon de géographie. Allons-y, rapidement. Premièrement, le pôle géographique, c'est un axe. Il ne bouge pas si ce n'est de quelques millimètres. Le pôle magnétique est l'effet de magnétisme terrestre qui est de haut en bas, car il y a une énergie dans la Terre, à l'intérieur de la Terre. Le noyau. Et qui attire. Donc c'est le pôle magnétique, qui est à la surface et qui est quelque part dans l'archipel canadien. Il a été découvert en 1935 à la hauteur de la péninsule de Boussia. Et qui bouge un peu. Il est bipolaire. Il y a un pôle arctique magnétique, un pôle antarctique magnétique. Mais il y a un autre pôle, car il y a dans la stratosphère des interactions des courants magnétiques venant de la tropopause et qui sont contrecarrés dans leur mouvance par le vent solaire chargé de particules et qui sont émises par le Soleil. C'est le pôle géomagnétique. Il a été établi par un très grand physicien qui s'appelle Friedrich Gauss en 1835. Et ce pôle magnétique, géomagnétique, sont tous les deux marqués par un mouvement qui est très difficile à saisir, mouvement vers le nord. Il y a donc le pôle arctique magnétique, le pôle géomagnétique arctique, comme dans l'Antarctique, pôle
magnétique antarctique, pôle géomagnétique antarctique se déplace vers le nord. Donc, on escompte un renversement des pôles. C'est un grand événement qui s'est produit une fois dans l'histoire de la Terre et qui aura des conséquences considérables. Je vous dis tout cela parce que il faut pas oublier que la Terre, elle est dans un espace, il y a la Lune, le Soleil, il y a là toutes sortes d'interactions. Un système solaire. Donc, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que nous avons été précédés par des sages. Et pour le Nord, il y a un sage qui devrait nous apaiser, c'est Apollon. Apollon, c'est le dieu du Nord. Ça vous fait sourire. Vous dites les Grecs. C'est vrai, les Grecs n'exploraient pas 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est aussi le dieu soleil, Apollon. Ils ne le connaissaient pas, vous l'avez dit. Mais c'est aussi le dieu du Nord. Sa mère, il faut se méfier des mythes. Les mythes, vous savez, on pourrait dire que le christianisme est un mythe, la pensée de Mahomet est un mythe, que les pensées du taoïsme sont des mythes. Ils sont l'expression d'un inconscient qui va et vient et il ressurgit. Apollon est le fils de Léto. Léto est né chez un peuple dit parfait qui vit autour du pôle, les Hyperboréens. Et, comme vous le savez, il est le fils de Zeus, de Dieu. Et Apollon est appelé, après être né, comme vous le savez, en Grèce, à se rendre tous les 9 ans, tous les 7 ans, tous les 19 ans, c'est pas très clair, au pôle lui-même, pour prendre de la force. Quelle force? Les mythes grecs ne le disent pas, mais c'est une force extraordinaire, peut-être géophysique, qui le conduit à se rendre à Delphes, rencontrer la Pythie, qui va prendre des forces oraculaires exceptionnelles grâce à cette visite d'Apollon. Tout laisse donc penser que ce mythe nous fait comprendre que le pôle, en tant que pôle, a une force géophysique que nous ne connaissons pas. Il y a là une puissance qu'il faut maîtriser, et tout ceci, c'est pour demain, pour la recherche des géophysiciens. Tout ceci est important parce que la paix, nous la souhaitons pour tous, et nous la souhaitons pour les peuples qui l'habitent, comme pour nous. Or, nous rentrons dans une ère difficile de changement de climat, et il faut la maîtriser. C'est le propre de l'homme de savoir l'inventer. Par exemple, dans Sibérie, vous savez que je suis président d'honneur de la faculté hydrométéorologique arctique sibérienne. Et nous faisons des recherches en Sibérie sur ces forces de CO2, ces gaz de CO2 qui émanent de la toundra sibérienne et qui sont considérables. Il faudrait peut-être les capitaliser, il faudrait peut-être les enfermer. Il y a toute une physique à inventer. Autre domaine, c'est l'anthrax. Le dégel du pergélisol qui vous l'avez est dit, inquiétant en termes de gaz à effet de serre qui peut s'en dégager. Autre malheur, l'anthrax, qui n'était plus connu et commence à apparaître. Qui décime les populations de rennes. De rennes disparaissent et des hommes. Donc le passage d'une nature arctique à une nature subtempérée ne se fera pas sans problème. Si les Inuits ont pu survivre, c'est qu'ils ont été prudents, ils écoutaient leurs chamans, ils avaient des tabous qui nous paraissaient incompréhensibles. Enfin, il y a une réalité, ils ont survécu pendant 10 000 ans. Donc, ne craignez-vous pas, pour conclure, excusez-moi de vous interrompre, Jean Mallory, ne craignez-vous pas que, avec ce dégel de la banquise, avec l'ouverture de passages comme le passage du Nord-Ouest, avec cette disparition à terme qui permettra peut-être de passer complètement par la voie nord au moment du dégel, avec l'accès aux ressources en hydrocarbures qui vont attirer des convoitives, vous ne craignez pas que tout ça se faisant très très vite, les Inuits soient spoliés de leurs terres, que tout ça conduise à plus de disparition et plus de souffrance pour ces peuples? Pour conclure, puisqu'il nous reste peu de temps. Ils sont en danger. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre à un Inuit de l'an 2022 ». Pourquoi 2022? J'aurai 100 ans.
Et j'ai vu pendant 50 ans comment ce peuple groenlandais a évolué. C'est une grande île qui est considérable, qui a une position géostratégique capitale. Les Danois ne sont pas de mauvais colonialistes, apparemment. Et comme vous le savez, au XVIIIe siècle, les Danois ont envoyé un missionnaire en Ségédé en 1721, et qui a commencé, c'est la fonction générale des missionnaires, de convertir. On ne peut convertir un Inuit qu'en lui disant « À genoux, mon fils, à genoux, mais tu es mauvais. Si tu n'es pas mauvais, ton père est mauvais. Il est sorcier. Il est avec des forces tout à fait lucifériennes, à genoux. » Donc, vous ne pouvez pas empêcher un missionnaire chrétien de dire la vérité. C'est la porte étroite. Pardonnez-moi, je suis en train de vous dire l'évangile. La porte étroite. Si vous ne suivez pas la porte étroite, c'est l'enfer. Alors l'enfer, pardonnez-moi, comme me disaient les Inuits, c'est quoi? Il y a vraiment des fourches, il y a le feu. Cette vision du monde a été enseignée pendant 2 siècles. En d'autres termes, l'évangélisation a eu pour fonction de détruire la culture fondamentale de ces peuples. Bien, ils ont été, pendant 2 siècles, de 1700, et je les ai vus chrétiens. C'est des luthériens. Ils vont le dimanche chanter les airs luthériens, qui sont souvent nobles, mais tristes. Mais les Inuits sont gays, ils aiment bien se rassembler, donc ils y vont. Car il y a également une ascension sociale. On est avec le peuple colonisateur, qui n'a pas de mauvaise pensée, pense que la culture passe par la religion du maître colonial. C'est toute notre histoire, elle est comme ça. Je ne pense pas que le pape aurait un mot à dire à ce sujet. Toutefois, il est jésuite, le pape François. Et les jésuites, avec beaucoup d'habileté, je pense aux Guarani, étaient beaucoup plus subtils. Et il en était de même dans une autre population que j'ai suivie un peu en étant directeur de thèse d'une de mes étudiantes, sur les populations qui étaient les pueblos, comment dirais-je, évangélisés par des jésuites, qui, avec cet esprit jésuite, étaient des 2 côtés. Donc, comme au Mexique, il y a la religion traditionnelle, et puis l'ancienne. Qui va l'emporter? Il n'est pas interdit que devant les problèmes majeurs que l'on est en train de découvrir, l'Église change. Et c'est peut-être une des grandes révolutions à venir. Il y a eu la révolution communiste, soviétique, mais j'observe que le pape François, dans sa dernière encyclique avec Laudate Si, ouvre la porte non seulement à l'écologie, mais à l'animisme. À l'animisme, je vais écrire au pape à ce sujet, je pense peut-être l'avoir pour disciple, car il laisse entendre que l'animisme n'est peut-être pas si loin de la pensée de saint François. Je pense que si l'Église ne change pas son attitude en étant ouverte à ces pensées complexes de peuples qui ont vécu des siècles et des siècles, le christianisme sera abandonné, sera perdu. D'autant que l'Occident n'y croit plus beaucoup. On voit bien que nos églises ne sont pas très peuplées. Il y en a donc une grande révolution à venir. Mais il en est même pour nous, colonisateurs. Et il est important, il est capital de former ces populations. Ils sont 1 million. Inuits, de Nunavut, de Nunavik, les Inuits de Groenland, les Sam ou Lapons, les 26 peuples du Nord, ils sont plus d'1 million. Mais c'est nos meilleurs alliés pour défendre l'écologie. Ils en vivent. Mais il ne faut pas en faire des employés de l'industrie. Or, j'observe que la pédagogie est généralement faite par les grands ministères du Sud. Et nous arrivons, par exemple, au Canada, à des situations absolument dramatiques au Labrador, je pense avec les Inuits. Il y a des enfants qui se suicident
en absorbant de l'essence, en disant cette société que vous me donnez, je n'en veux pas, et je mets le feu. C'est un drame qui est tel que les pays, grandes fédérations, comme le Canada, comme la Russie, doivent inventer une autre pédagogie. Je vous le dis très simplement. Ce sera le mot de la fin, Jean Mallory. Parce que je suis d'une famille bourgeoise, chrétienne, et j'ai eu horreur du lycée. On a voulu m'apprendre. J'aime comprendre. Donc je crois que l'enseignant est presque, un homme qui est appelé à donner une leçon particulière, à aimer celui dont il a la responsabilité. Ils ont besoin d'être tournés vers leur pensée adaptée à leur monde moderne. Or, ils ont une chance extraordinaire. Ils sont très intelligents. Et ils ont le sens du numérique. Donc je pense que la révolution du numérique que l'on va connaître peut réveiller ce peuple qui aujourd'hui a un doute de lui-même au Groenland et qui se pose des questions, mais tout ceci peut être repris par une aspiration à être indépendant, et c'est ce que je souhaite pour eux, mais indépendant des pensées qui étaient les leurs. Et je dis un dernier mot, à propos du christianisme groenlandais, quand libres ils ont découvert le Danemark, ils ont découvert que ça ne correspondait pas du tout au message du Christ, qui dit de s'éloigner de l'argent, qu'il faut pardonner tout et partager. Mais pardonnez-moi, c'est les banques, c'est le progrès, alors ça ne va pas. À ce moment-là, ils doutent et ils se suicident. Je crois qu'on peut assister peut-être dans l'Arctique à une révolution éthique, morale, grâce à une pédagogie totalement nouvelle, qui n'est pas simplement écologique. Ils ont à nous apprendre. L'Arctique peut être un espace protégé. Nous serons heureux d'y aller. Et il y a là une relation particulière avec le monde animal, avec le monde des glaces. On accepte les climats. Mère nature, Gaïa, mère nature. Et ce sera le mot de la fin. Mille merci Jean Mallory d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été ce premier grand témoin de l'année 2016 dans la méthode scientifique. Je rappelle vos livres, Ultima Thule, un très très beau livre en cette période de fin d'année aux éditions du Chêne, 3e édition qui vient d'être publiée au mois de novembre. Également Arctica, œuvre 1 au CNRS édition pour la partie un peu plus technique, il faut l'avouer. Et puis toujours la lettre à un nuit de 2002 à laquelle vous faisiez référence, publiée aux éditions Fayard. Et je vous conseille également de jeter un œil à un jeu vidéo qui s'appelle Never Alone, qui a été précisément conçu avec le Cook Inlet Tribal Council et qui rend compte très bien et très poétiquement de la culture inuite. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Léo Quentin et Céline Lausanne, à la réalisation Elisabeth Miro et à la technique Jean Frédérix. Demain, deuxième grand témoin scientifique de l'année qui vient de s'écouler, nous recevrons la femme qui a reçu la plus prestigieuse récompense scientifique française, la médaille d'or du CNRS, qui a été attribuée cette année à la mathématicienne Claire Voisin, grâce à qui la géométrie algébrique n'aura plus aucun secret pour vous. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.